Bonsoir à tous. À la une de ce journal, se dirige-t-on vers une année scolaire blanche sur le théâtre de la crise anglophone? Depuis septembre 2017, aucun cours n'a été dispensé dans plusieurs établissements scolaires situés dans le coupé Manengouba, région du sud-ouest. Vous suivrez dans ce journal des enfants qui expriment et l'armée camerounaise, les autorités administratives peinent à rassurer la communauté éducative sur les mesures prises pour sécuriser le retour des enfants à l'école. Pendant ce temps, vous suivrez également dans ce journal une enquête sur les férus des réseaux sociaux entre Facebook, Twitter et Instagram. Des jeunes Camerounais passent une bonne partie de leur temps sur les réseaux sociaux, mais quel est l'envers de la médaille? Quelle utilisation font-ils des réseaux sociaux? Quelle opportunité peuvent-ils pouvoir déceler à travers les réseaux sociaux? C'est une enquête à suivre dans ce journal. Également à l'international avec le Tchad, où l'austérité budgétaire contraint des fonctionnaires à manifester depuis plusieurs semaines. Les autorités tchadiennes durcissent le ton. On fait le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette grogne sociale observée à l'imprimerie nationale à Yaoundé, des employés ont encore manifesté ce lundi devant la direction générale de l'imprimerie nationale et réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage Emmanuel Diop et Ike Cyril. Nouvelle grève à l'imprimerie nationale. Les employés ont abandonné bureaux et postes de travail pour revendiquer le paiement des arriérés de salaire. Nous sommes obligés de redescendre à nouveau, n'est-ce pas, dans la rue pour réclamer le paiement de nos salaires. 3 mois de salaire, novembre, décembre et janvier. Vous vous imaginez comment est-ce que nous avons passé les fêtes? Nous n'avons pas reçu les salaires, c'est pour ça que nous sommes obligés de redescendre dans la rue. Les employés sont d'autant plus en colère que l'entreprise tourne à plein régime et fait des rentrées financières. Ils ne comprennent donc pas que les salaires ne puissent pas être payés. Nos prestations permettent au gouvernement de fonctionner. Vous vous imaginez les tickets de péage, les documents de régie financière, ce sont ces documents qui permettent à l'État de fonctionner. Bon, si après que nous ayons fourni ces documents, l'État ne peut pas nous payer. Les négociations avec l'administration n'ont rien donné. Les grévistes promettent alors de poursuivre leur mouvement jusqu'au bout. Surtout qu'en plus des mois de salaire impayés, les employés de l'imprimerie nationale n'ont pas oublié que depuis les dernières élections au Cameroun et la débauche d'énergie que cela a suscité, ils n'ont pas reçu leur gratification. Nous avons des arriérés d'avancement et heures supplémentaires qui ont été exécutés pendant les travaux tels que les élections passées qui ne sont pas payées jusqu'aujourd'hui. Il y a des heures supplémentaires exécutées pour les travaux comme le Minesec qui ne sont pas payés aujourd'hui. Donc ça, c'est des créances qui sont gelées depuis 2011. 2018 est une autre année électorale au Cameroun. L'imprimerie nationale sera plus que jamais sollicitée. Mais les employés posent des conditions pour un retour au travail. Nous avons 2 solutions qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, d'arrêter la grève. Par exemple, paiement de salaire et puis mise à disposition de l'imprimerie nationale un préfinancement lui permettant de supporter les charges de fonctionnement. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas la première fois que les employés de l'imprimerie nationale entrent en grève. Ils revendiquent le paiement des arriérés de salaire et l'amélioration des conditions de travail. Seront-ils entendus un jour? On ne perd rien à attendre. Dans le reste de l'actualité, Bamenda, ville fantôme, ce lundi 5 février 2018, après un week-end noir où il y a eu des affrontements violents entre assaillants non identifiés et les forces armées. Les rues sont restées vides durant toute la journée alors que les commerces fermés également. Habitants pour la plupart sont restés terrés chez eux. La situation sécuritaire s'est dégradée ce week-end avec
des coups de feu entendus dans la nuit de samedi à dimanche dans les principales villes du nord-ouest et principalement les rues du côté de Bamenda, en Coen, Foncha Street, Foncha Junction, entre autres, des coups de feu attribués aux forces de défense camerounaises et à certains séparatistes assaillants anglophones. Ils ont été repoussés selon les informations qui nous parviennent depuis cette région du nord-ouest. Également, des civils ont été tués du côté du sud-ouest selon les informations recueillies après des affrontements entre assaillants séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Et cette situation impacte sur l'école dans la région du sud-ouest. Du coup, la communauté éducative s'interroge, se dirige-t-on vers une nouvelle année scolaire blanche sur le théâtre de la crise anglophone? Je vous le disais en titre, depuis septembre 2017, aucun cours n'a été dispensé dans plusieurs établissements scolaires situés dans le coupé Manengouba, région du sud-ouest. Le préfet a pu faire le constat lors d'une descente dans plusieurs écoles primaires. Les élèves et enfants expriment leur exaspération, ils souhaitent retourner à l'école, mais la situation sécuritaire ne le permet pas selon des parents d'élèves, malgré les assurances des autorités administratives. Reportage, Jilingue Nyonde. C'est depuis janvier 2017 que les élèves des villages Etam et Boudji, dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest, sont sevrés des cours. Pour cause, la crise anglophone qui a engendré la destruction de plusieurs édifices, notamment les écoles. Pour les populations, la psychose règne et vivement que cet épisode douloureux de leur vie soit classé dans les oubliettes. Doléances faites au préfet de cette localité alors qu'il procédait à sa tournée de prise de contact. Depuis janvier 2017, il n'y a rien. On est là, on attend. Mais sinon, les enseignants sont toujours à l'école. Je crois qu'il y a la peur, de la part des parents, il y a la peur. Que le gouvernement essaie de voir ce qu'il peut faire, de trouver les moyens pour qu'on nous mette nos salles de classe et puis le bureau du directeur qui a été endommagé. Je crois que c'est le plus important. Les autorités fassent quelque chose pour que nous fréquentons normalement. Le préfet du Coupé Manengouba a pu également toucher du doigt les réalités auxquelles les populations vivant dans son unité administrative sont confrontées. Il s'agit entre autres du mauvais état des routes, l'absence de l'éclairage public et des structures sanitaires équipées. Dans un ton conciliateur, l'autorité préfectorale a joué la carte de l'apaisement en exhortant les parents à laisser leur progéniture reprendre le chemin de l'école. Pour les habitants, seule la décentralisation permettra de faire bouger les choses. La Constitution le prévoit, la décentralisation. Je me dis que s'il y a vraiment la décentralisation à fond, les gens, ceux qui appellent pour la sécession, ils seront quand même un peu calmés. On demande au gouvernement vraiment de tout faire pour qu'il y ait ce dialogue, pour que les gens se sentent vraiment à l'aise et que ces problèmes soient résolus une fois pour toutes. La tournée de prise de contact du préfet du Coupé Manengouba n'arrivera malheureusement pas à son terme à cause des troubles déclenchés à Bangam, chef-lieu du dit département, faisant au total 3 morts. Restons en milieu scolaire où les dérives sur les réseaux sociaux, la dépravation des mœurs et le taux élevé de prévalence du VIH-Sida sont des mots qui minent la jeunesse dans le centre. Le gouverneur les a interpellés à ce sujet. Paul Nasseri Beya procédait au cours d'envoi régional de la fête de la jeunesse en Tui dans le Bamekim. Reportage Joël Essengé et Marcelin Gansop. La présence de cette unité mobile de dépistage, bien que justifiée en pareille circonstance, n'était non plus le fait du hasard. C'est que la jeunesse d'un Tui, comme celle d'ailleurs, est exposée au MST, et particulièrement le VIH-Sida. Avec les projets routiers qui vont traverser la ville, la vigilance doit être plus qu'accrue. C'est que comme la route est en train de passer, il y aura beaucoup de touristes et des manœuvres qui vont utiliser ces routes. Donc il doit faire très attention à cette maladie qui n'est pas bonne, le MST, SIDA, parce que les camionneurs vont utiliser la route, les chauffeurs, les manœuvres. Donc
Les enfants, les jeunes ici doivent être très très vigilants par rapport à ça. S'ils ne peuvent pas s'abstenir, ils savent qu'ils peuvent utiliser le condom. Ils doivent donc mener une vie saine et être travailleurs pour qu'on développe ce pays ensemble. Face aux jeunes du Bas-Mékim, le gouverneur du centre s'est également montré préoccupé par la dépravation inquiétante des mœurs qui tend à se généraliser, accentuée de nos jours par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Parce que nous avons constaté que maintenant la drogue est en train de prendre la place dans toutes les écoles de la société de jeunes et qu'il doit savoir les effets néfastes de ces drogues et que comme l'État compte sur la jeunesse, l'État ne peut pas donc laisser la jeunesse à partir de ces mauvais chemins. Deuxième chose, la jeunesse doit savoir aussi que malgré le fait qu'il y a la nouvelle technologie, l'utilisation de cette technologie est très importante. Ce n'est pas tout qu'on balance dans cette technologie et ce n'est pas tout qu'on doit croire quand on lit tout ce qui est dans le Facebook, dans les WhatsApp et autres. La plupart ne sont pas de bonnes informations. Ils doivent donc chercher les informations bonnes. Vous voyez que d'autres disent que tel est mort alors que la personne est vivante. Une fois exposition a permis d'apprécier l'ingéniosité des jeunes de la localité. D'autres, revêtus du manteau de médiateurs communautaires, ont reçu les attestations ainsi que quelques matériels de travail, donnant ainsi du sens à l'appel au civisme et à la citoyenneté lancé régulièrement par les pouvoirs publics. Ils sont appelés à être des modèles d'une jeunesse dont la principale préoccupation reste le chômage. Une inquiétude exprimée pour la énième fois en cette semaine de célébration de la 52e fête nationale de la jeunesse. Et les jeunes du Bas-Mékim sont à la recherche active d'un emploi au regard des projets routiers prévus dans leur département. Ils ont sollicité le gouverneur afin de pouvoir bénéficier des opportunités d'emploi durant la construction de ces routes dans le Bas-Mékim. Et je vous propose à présent de suivre la réponse du gouverneur du centre, Paul Nasseri Beya, qui conditionne le recrutement de la main-d'œuvre locale à leurs compétences relatives aux travaux qui doivent être engagés sur le réseau routier dans le Bas-Mékim. Ils vont sans dire que ce sera fait, mais il faut avoir les compétences. Voilà pourquoi nous leur demandons d'aller à l'école. Il faut avoir les compétences, parce que si vous voulez un ingénieur, vous n'allez pas prendre un biologiste. Si vous avez besoin d'un technicien de ce pas de quoi, vous n'allez pas prendre quelqu'un d'électricité. Donc il faut qu'il y ait des compétences. Vous voulez un caméraman, vous n'allez pas prendre un littéraire. Donc il faut donc les compétences en la matière. Donc nous disons que nous allons suivre avec les différentes entreprises. Parce que nous savons que ce sera une grande alliance qui va aussi de temps en temps perturber l'ordre public. Restons dans les milieux jeunes. Ils sont férus des réseaux sociaux entre des statuts personnalisés sur Facebook, des photos publiées sur Snapchat ou encore des commentaires sur Twitter ou des groupes WhatsApp. Des jeunes Camerounais consacrent une bonne partie de leur temps à l'utilisation de ces nouveaux médias entre les opportunités d'apprentissage, les activités de socialisation. Il y a également l'envers de la médaille, des jeunes qui se laissent influencer de façon négative à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Les jeunes Camerounais face aux réseaux sociaux et les deux côtés de la médaille. C'est un reportage signé Innocent Adega et Gladys Sidier. Jamais sans mon téléphone portable. Impossible de passer une journée sans visiter mon compte WhatsApp, Facebook, Twitter et bien d'autres. À l'âge d'or des technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans la vie des uns et des autres. Les réseaux sociaux semblent être un moyen de communication incontournable, surtout pour les jeunes qui ont du mal à s'en passer. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est... Comment je peux dire ça? Je ne peux pas me passer de ça. WhatsApp, Facebook, Instagram, moi, Viber. Je ne peux vraiment pas me passer de ça parce que tout est numérique. On ne peut pas s'en passer de WhatsApp ni de Facebook parce que c'est la mondialisation. La plupart des téléphones viennent avec.
Donc on ne peut pas s'en passer de ça. Autre que la fonction principale qui est la messagerie, les réseaux sociaux permettent de faire des rencontres, de rétablir des contacts. Ils favorisent davantage les échanges personnels, professionnels, voire même scolaires. Par exemple, WhatsApp, on organise des groupes d'études, des groupes de travaux où on s'échange des sujets pour travailler. Donc moi je trouve que c'est très important. Avec le réseau social qui est WhatsApp, Facebook, on peut facilement se connecter avec quelqu'un qui est à l'étranger, surtout qu'on ne peut pas se déplacer aussi facilement, d'aller aux États-Unis, en France, pour nous qui sommes sur place au Cameroun. Donc ça nous permet de causer en temps réel avec ces personnes qui sont éloignées. Facebook surtout et WhatsApp. Facebook c'est plus divertissement, plus information. Et WhatsApp c'est plus communication. Avec WhatsApp on se sent plus en intimité quoi. Non, les photos également, les causeries, en fait, il y a les intimités. Donc on ne peut pas s'en passer aussi de ça. C'est la mondialisation qu'avec. Les jeunes étant les plus grands utilisateurs des réseaux sociaux, ils sont donc susceptibles d'être plus exposés aux dangers de ces outils de communication, puisqu'on y retrouve un flux d'informations fondées ou erronées. C'est vrai que dans Facebook, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dérapages là-bas. Les jeunes ont pris les réseaux sociaux sincèrement pour discréditer certaines personnes ou certaines structures, certaines entreprises. Ça, c'est selon moi le côté négatif. Certains peuvent aussi être addicts aux réseaux sociaux. Mais s'ils sont utilisés de manière responsable et avec modération, ils s'avèrent très utiles et amusants. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et partager. Votre vie est digitale. L'une des préoccupations majeures des jeunes Camerounais, c'est trouver un emploi décent. C'est une question également qui était à l'ordre du jour d'une réunion politique du PURS qui s'est déroulée dans le 4e arrondissement de Douala. Le premier secrétaire a décliné la politique économique que son parti politique propose pour construire davantage le Cameroun et le mettre sur les rails de l'émergence. Une politique énergétique, industrielle, axée sur les piliers de l'agroalimentaire, mais aussi sur les infrastructures, également pouvoir avoir une politique fiscale qui permettrait aux entreprises camerounaises de pouvoir créer davantage d'emplois. C'est en tout cas ce que propose le PURS. Et son premier secrétaire était face à la presse durant le week-end. Et nous reviendrons bien sûr sur le système éducatif camerounais, cette difficulté que rencontrent les jeunes à trouver un emploi décent avec le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba. Il est l'invité du 20h ce lundi. Dans l'actualité, la contrefaçon des médicaments est-elle en pleine expansion au Cameroun après la controverse autour d'un antipaludéen qui a causé la mort d'un enfant à Yaoundé? Il apparaît clairement des réseaux de production et de distribution illégale de ces médicaments au Cameroun. Ceci prospère grâce à la corruption. Même les structures chargées de veiller à la qualité des médicaments peinent à pouvoir mettre fin à ces réseaux illicites de vente des médicaments au Cameroun. C'est un reportage de Steve Eboulet et Donald Brice Kamgan. Des stocks de médicaments contrefaits détruits par les autorités, des images pareilles nourrissent régulièrement l'actualité au Cameroun. Le décès il y a peu à Yaoundé d'un enfant ayant pris un antipaludéen contrefait en pharmacie montre bien qu'en matière d'entrée des médicaments au Cameroun, les contrôles et les expertises nécessaires connaissent des défaillances. Les laboratoires qui ont pris sur eux la charge de vendre des médicaments à n'importe qui et à n'importe quel moment. Ceci devait être agréé, pour ne pas dire obtenir des brevets, pour pouvoir exercer ce métier. Les laboratoires, ils vendent des médicaments à des non-professionnels. Et il y a même des laboratoires qui ne sont même pas agréés, qui n'ont même pas de licence. En matière d'inspection, c'est le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, le LANACOM, qui est le bras opérationnel des pouvoirs publics au Cameroun. Quand il constate que le médicament est complètement faux, qu'il atteste qu'il est faux,
il reviendra certainement au pouvoir public, cette fois-là, de l'attester qu'il le faut. Et c'est seul un médecin a la capacité de le faire. Or, ce médecin est lui-même un agent de la fonction publique, qui est lui-même source de corruption, qui est lui-même source de laxisme, et dont l'arbitrage du ministre n'arrive que tardivement devant la situation pareille. Les pharmacies agréées, considérées a priori comme des espaces sûrs en matière d'approvisionnement en médicaments, prennent ainsi un coup après le décès survenu à Yaoundé, dans un environnement où les médicaments de la rue font la loi. La santé n'intéresse plus pratiquement personne. Je voudrais simplement dire à l'endroit des uns et des autres que si rien n'est fait, nous aurons complètement les Camerounais complètement sur la béquille qui doivent pouvoir affronter l'émergence. Au départ, lorsqu'on allait dans une pharmacie, on se sentait protégé. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Nous avons vu des pharmacies aujourd'hui vendre des médicaments périmés. Des pharmacies où aucun contrôle n'est exécuté. Et ça se voit. D'après des experts, 6 médicaments sur 10 présents en Afrique centrale seraient issus de la contrefaçon et impropres à la consommation. Au-delà des médicaments qui tuent à petit feu des Camerounais, il y a des accidents mortels de la route qui ont arraché la vie à toute une famille. Un homme, son épouse et ses enfants ont été tués dans un grave accident de la circulation survenu dans la ville de Tian, département de la Menoie. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. On n'en finit plus de compter les morts sur la nationale numéro 17. Cette fois-ci, c'est la pénétrante ouest de la ville de Tchon. Au lieu du tour disons, ce dimanche 4 février 2018, aux environs de 16 h, qu'une collision a eu lieu entre cette Carina, dont le numéro de châssis est de 16 75 95, et ce camion immatriculé LT 933. Un révérend raconte. Il descendait dans la ville et la voiture s'est mise. Il descendait aussi dans la ville. Oh, j'ai vu devant moi la voiture personnelle qui montait sur Bafsam. Et il a perdu un peu l'équilibre. Il a sonné un peu freiné, ça n'a pas pris. Il a cogné la voiture, balancé la voiture au champ. J'ai crié, les chargeurs sont sortis de l'agence de l'avenir pour venir. On a soulevé. On a vu une personne qui était encore vivante. Toutes les 6 personnes ont perdu leur vie sur place. Et le motoboy du SEMI, il a sauté, il s'est échappé. La voiture est encore poussée sur lui comme vous le voyez là. La Carina appartenant à un enseignant d'un lycée technique à Bamenda revenait de mariage en Konsamba et partait sur Bamenda. Le chef de cette famille, sa femme et ses 4 enfants sont morts sur place. Idem pour le motoboy de ce camion en partance pour Douala. Bilan pour l'instant, fait état de 7 morts et 2 blessés. De quoi susciter l'étonnement de la population de la ville de Tchon sur la fréquence des accidents de circulation sur cette nationale numéro 17. C'est grâce aux efforts conjugués des riverains que les corps retirés des décombres ont été déposés à la morgue de l'hôpital du district de Tchon. Les hommes du commandant Epangué descendus sur les lieux ont ouvert une enquête. Dans l'escale internationale, cette grève illimitée des fonctionnaires au Tchad, qui ont vu leur salaire baisser d'environ 40%, une grève qui se poursuit, des fonctionnaires qui ont décidé de paralyser l'administration publique au Tchad. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés, notamment la santé qui bénéficie d'un service minimum, ce qui n'est pas le cas dans d'autres secteurs d'activité au Tchad. Une grève illimitée des fonctionnaires se poursuit. Ils contestent la baisse de 40% de leur salaire suite à la crise économique qui touche ce pays. Après la sortie du président de la Confédération africaine de football sur le retard accusé dans la construction des infrastructures qui doivent abriter la CAN 2019 au Cameroun, quelle est la réalité sur le terrain, notamment lorsque cette mission d'inspection de la CAF a relevé quelques points de retard dans le cadre des infrastructures qui doivent être construites. Nos reporters se sont rendus sur certains sites qui doivent ou sont construits des stades dans la ville de Douala. C'est le constat que fait Kate Diarra dans ce reportage. Encore un déficit énorme qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Voici un extrait des propos tenus par Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, le 3 février dernier, à Casablanca au Maroc. Il s'exprimait sur le rapport commis par le cabinet Roland Berger, venu en visite d'inspection au Cameroun il y a peu. Pour lui, il y a une différence énorme entre le rapport d'inspection produit par le cabinet et les cahiers de charges. Il va plus loin en affirmant « Je suis un homme de parole.
Mon comité exécutif ne change pas d'un iota. Nous appliquons la réglementation avec toute sa vigueur. Le cahier de charges exige des infrastructures, des hôtels, des stades, des hôpitaux et beaucoup de choses. Des propos qui, une fois relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux, ont de nouveau nourri une polémique, vieille d'un nom, et traitant de la présumée incapacité du Cameroun à organiser dans les délais une CAN, même à 4 équipes. Selon une partie des Camerounais, Ahmad fait dans une fixation à la fois sur cette CAN et sur le Cameroun et ne manque pas, dès qu'il en a l'occasion, de déverser son venin sur un pays pourtant capable de fournir tout ce qui lui est demandé dans les délais. Alors, les prenant au mot, nous avons fait le tour des stades de la capitale économique pour juger de l'état d'avancement des travaux. Premier arrêt, stade Mbappé-Lépée, entouré d'une clôture dissuasive qui renseigne sur le sérieux des travaux qui s'y déroulent. Mais une fois à l'intérieur, c'est la grande surprise. Il n'y a pas l'ombre d'un seul manœuvre, d'un seul engin. Nulle eût été la présence des immeubles environnants et du beton de la clôture, on se serait cru en plein désert. Quelques habitués du site nous expliqueront que les travaux ont été arrêtés au lendemain de la visite des experts de la CAF et reprendront dans 2 mois. Une réalité quasi identique dans l'ensemble des 4 stades que compte la ville, un fait qui vient donner raison aux doutes soulevés par le président de la CAF. Hormis les stades, il y a les hôtels, les centres hospitaliers et les voies de communication, à la fois routières, ferroviaires et aériennes, qui doivent être prêtes aujourd'hui. Pour ce qui est des stades de compétition et d'entraînement, ils devront être livrés au plus tard 6 mois avant le premier match. Mais sur ce point-là, encore, les Camerounais sont optimistes. Rappelons tout de même que c'est au Maroc que Ahmad désire attribuer l'organisation de cette CAN en cas d'incapacité prouvée du Cameroun. Un Maroc déjà plus ou moins prêt. Le système éducatif camerounais est-il favorable à une insertion socio-professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi? Comment les jeunes voient-ils leur avenir dans un contexte économique morose avec une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader et des enjeux électoraux importants? On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau le premier secrétaire du PURS, un parti politique au Cameroun, Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi avec nous cette exaspération des jeunes élèves dans plusieurs localités situées dans le Coupé Manengouba, région du sud-ouest. Depuis plusieurs mois, ils peinent à avoir des cours à l'école en raison de la situation relative à la crise anglophone. Comment vous réagissez face à ces enfants qui ne demandent qu'à aller à l'école? Écoutez, c'est une conséquence directe du manque de dialogue dont nous appelons depuis plusieurs mois aujourd'hui nos gouvernants et les partis directement concernés, c'est-à-dire nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter. Vous savez que nous avons vivement appelé à un dialogue inclusif parce que nous avons toujours voulu éviter ce type de situation parce que demain les conséquences vont se faire voir. Vous savez, un enfant qui ne va pas à l'école aujourd'hui, il peut ne pas se rendre compte du prix qu'il est en train de payer pour sa vie, mais après 1 an, 2 ans, on commence à voir tout de suite les conséquences de la non-scolarisation de ces enfants-là. Et il est évident aujourd'hui que le dialogue est la seule issue possible de sortie de crise. Parce que comme nous l'avons dit, cette crise ne va pas se résoudre forcément par un dialogue. Ça va se résoudre dans notre système éducatif, mais il faut déjà une solution de sortie de crise. Et nous invitons encore une fois de plus les personnes sensibles à la question camerounaise à s'asseoir autour d'une table pour pouvoir trouver une solution de sortie de crise. Justement, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse. Vous avez parlé du système éducatif camerounais et les autorités camerounaises sont allées à la rencontre des jeunes pour procéder au lancement officiel de la semaine de la jeunesse et plusieurs de ces jeunes ont posé le sempiternel problème des jeunes camerounais. Comment accéder à un emploi décent dans un pays qui est en crise économique où le sous-emploi
est le quotidien des jeunes qui peinent à avoir un revenu décent. Vous parlez bien de sous-emploi. Le problème se trouve d'abord au niveau de la formation. Vous savez que nous avons un système éducatif aujourd'hui qui n'est pas adapté à un pays qui voudrait véritablement se développer. Dans notre système éducatif aujourd'hui, vous allez le constater amèrement, nous formons plus de 88% des personnes dans les sciences littéraires et ce sont des personnes qui, au sorti, n'est-ce pas, des écoles supérieures, vont vous dire je suis au chômage. On peut savoir, on peut ici essayer de faire une différence entre le chômage et le sans-emploi et nous constatons que la plupart des jeunes aujourd'hui sont sans emploi, ne sont véritablement pas au chômage parce qu'ils n'ont pas une véritable formation. Et nous disons au sein de notre formation politique que nous devons inverser la donne. Nous devons réussir à former plus de 88% des personnes dans les sciences techniques parce qu'il faut le dire, un pays qui veut se développer a besoin d'une véritable main d'œuvre, à véritable des techniciens. Il y a des lycées techniques qui existent au Cameroun dans les principales villes du pays. Pour vous, les formations qui sont dispensées sont-elles suffisantes pour amorcer cette émergence? Non seulement elles ne sont pas suffisantes, c'est pour cette raison que nous avons parlé d'ailleurs de la refondation du système éducatif. Parce qu'il faut voir déjà les matières même qui sont dispensées, comment elles le sont. Est-ce que dans ces différents lycées, ces lycées sont occupés, ont des laboratoires? Est-ce que ces lycées ont, donc, autant de choses. Donc je ne voudrais pas ici revenir dans le procès continuel de l'État de ce qui devrait être fait, de ce qui n'a pas été fait, mais nous sommes aujourd'hui dans une phase véritablement de proposition de ce qui devrait être fait. Si je vous prends par exemple un exemple sur le plan triennal jeune qui avait été lancé et annoncé à grande pompe, comme avec un financement de 102 milliards, vous vous rendez compte que 3 ans plus tard, il n'y a que 37 projets qui ont bénéficié de 400 millions. 3 ans plus tard, on a pris une année après l'annonce du projet pour mûrir le projet. C'est-à-dire, on n'a pas pensé le projet préalable, on ne l'a pas mûri, mais on a annoncé des chiffres. Et il se pose même des problèmes de fond. Mais quel problème avez-vous identifié dans ce projet, ce plan spécial consacré à la jeunesse? Écoutez, déjà, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fonds. On va vous dire que les fonds qui sont alloués ne sont pas disponibles. Et on sait qu'aujourd'hui, nous sommes rendus en 2017, nous amorçons, en 2018, nous sommes dans la 3e année. Si on fait le bilan de ce qui a été fait aujourd'hui, je vous ai dit par exemple, il y a 415 millions qui ont été investis. Et là, c'est un problème. C'est un problème réel. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des annonces sans toutefois mûrir le projet et sans toutefois avoir préparé les Camerounais. Parce que ceux qui doivent bénéficier évidemment de ces soutiens-là ou alors ces fonds doivent être formés. Est-ce que les jeunes qui doivent bénéficier sont véritablement formés? Est-ce que on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? C'est pour cette raison que nous appelons vivement à cette refondation du système, parce que le jeune Camerounais doit être prêt aujourd'hui, prêt à l'emploi. Nous le disons d'ailleurs dans notre projet économique que nous allons créer 5 millions d'emplois. On suit plusieurs formations politiques avancer de plus en plus des chiffres mirobolants, 5 millions d'emplois. Le président de la République, lui, il a plutôt encouragé les jeunes à être des entrepreneurs agricoles. Et très peu de formations politiques s'aventurent sur le sentier agricole. Pourtant, l'agriculture reste importante dans le PIB du Cameroun. Sur ce plan-là, qu'est-ce que vous entrevoyez, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Écoutez, lorsque nous disons que nous allons créer 5 millions d'emplois, ce n'est pas l'État qui crée 5 millions d'emplois. C'est-à-dire l'État crée le climat qui favorise la création d'emplois. Je vais vous prendre un exemple simple. Cette année, au premier semestre, vous avez 8280 entreprises qui ont été créées. C'est-à-dire dans un climat aussi défavorable comme celui actuel, vous avez quand même 8280 entreprises qui sont créées. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous allons créer 83 000 postes par mois. Comment le faire? Et évidemment, en favorisant la création des start-up, en favorisant l'affirmation des PMI et des PME, parce que nous allons véritablement créer un climat d'affaires et en allant plus loin, parce que nous disons que chaque entreprise qui
pourra recruter 5 Camerounais sera exonéré de certaines taxes durant 3 ans. Mais le gouvernement a fait cette même proposition dans certaines lois des finances il y a quelques années, mais les résultats n'ont pas été probants sur le terrain. Ce ne sont pas les mêmes propositions que le gouvernement a fait. Ce ne sont pas, le gouvernement n'a pas du tout, ne s'est pas lancé dans l'amélioration du climat des affaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises se créent, se ferment. Le gouvernement n'a véritablement rien fait allant dans ce sens-là. Lorsque nous le disons avec des chiffres, c'est avec des études que nous avons réalisées. Et nous savons aujourd'hui que le secteur privé camerounais est porteur. À partir du moment où les jeunes Camerounais, les Camerounais sont véritablement formés, les Camerounais se lancent dans l'entrepreneuriat, les Camerounais sont éduqués à ne plus être des personnes au service d'eux, mais à être à leur propre service, parce qu'il faut le dire, parce qu'aujourd'hui on forme des Camerounais plus pour devenir des employés que devenir des entrepreneurs. Et ce que nous disons au sein de notre formation politique, le Camerounais doit devenir un entrepreneur à temps plein. Et pour cela, cet entrepreneuriat jeune bute devant, vous l'avez dit vous-même, le problème de financement, et l'État du Cameroun est confronté à quelques tensions de trésorerie relatifs à cette insécurité transfrontalière, mais également à de nombreux engagements pris pour la dette antérieure, pour régler la crise économique, pour assainir les finances publiques. Où trouver l'argent? Il faut dire que si nous faisons déjà un toilettage même de la vie administrative de la scène publique camerounaise, il y a assez d'argent. Parce que vous n'allez pas croire que tous les détournements qui sont faits, cet argent tombe du ciel. Il y a assez d'argent. Et puis plus loin, nous allons amener les entreprises financières de la place, les banques, à accompagner les PME et les PMI. Parce qu'il faut le dire, les entreprises, les banques n'accompagnent pas les entreprises. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, elles évoquent plusieurs raisons, mais l'État doit pouvoir garantir, n'est-ce pas, par des fonds souverains, un accompagnement de plusieurs PMI et PMI, mais cela passe aussi par un véritable recensement même de la population et recensement des entrepreneurs. Parce qu'il faut le dire, on ne va pas donner des garanties souveraines à des banques qui vont commencer à distribuer de l'argent aux Camerounais et ne pas avoir un véritable suivi, parce que plusieurs personnes peuvent ne pas créer des entreprises, peuvent faire autre chose avec de l'argent, mais l'État doit devenir le véritable gendarme, parce que l'argent que la garantie financière que nous donnons, c'est une garantie étatique, alors nous devons veiller à ce que cet argent retourne dans les caisses de l'État. Donc il faut le dire, nous allons amener les institutions financières de la place à accompagner véritablement les PME et les PMI, sans toutefois omettre que l'État a pour rôle d'accompagner ces derniers aussi. Justement, ce programme économique que vous présentez sera-t-il vendu lors des primaires de l'opposition? C'est une proposition de certaines personnalités qui souhaitent être candidats pour l'opposition à l'élection présidentielle. Êtes-vous favorable à ce qu'il y ait des primaires entre tous ceux qui souhaitent porter l'étendard de l'opposition face au régime actuel lors des prochaines élections présidentielles? Écoutez, ce que nous faisons, c'est que nous présentons déjà un programme, un projet de société qui, au lendemain de notre prise de pouvoir, nous allons l'implémenter. Ça, c'est la première des choses. Et nous croyons que la coalition est une très bonne chose, mais au-delà du mot coalition, il y a les éléments, le contenu que nous mettons dans coalition. Et il faut au moins que la plupart des personnes qui se lancent dans ces mots coalition primaires soient véritablement représentées au niveau national. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se lance dans des jeux de mots parce que nous suivons l'actualité des médias des pays étrangers et nous pensons que ces choses sont applicables au Cameroun. Non, il faut une véritable représentation au niveau national. Déjà, c'est la première des choses. Et puis, il faut un véritable projet. Parce que lorsqu'on décide de s'associer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais? C'est la véritable question. Donc, le contenu d'une coalition est véritablement important. Sinon, elle sert à quoi si ce n'est pas une union de force, si ce n'est pas une union de projets communs pour un Cameroun meilleur? Elle sert à quoi?
pour l'instant, nous sommes en train de travailler véritablement. Donc vous êtes favorable pour les primaires de l'opposition? Écoutez, nous croyons que nous avons présentement un challenge à relever, c'est celui de renverser le système actuel, c'est celui de voir M. Biya parti du pouvoir, c'est celui de proposer aux Camerounais un véritable programme qui sera adopté par les Camerounais, et c'est celui d'accéder à la magistrature suprême. Donc nous saluons tous ceux-là qui veulent se battre pour occuper la première place de l'opposition, mais nous nous battons pour occuper la première place au niveau national. Merci Serge Espoir Matomba. Je précise que vous êtes le premier secrétaire du PURS. Mesdames, Messieurs, un public reportage avant la fin de ce journal. Arrivé en fin de formation, plusieurs étudiants du centre de formation CIS ont reçu leur diplôme. Ils étaient près de 400 étudiants issus de 21 filières qui affichent leur détermination à mettre en pratique les enseignements reçus durant leur formation. Reportage. Voici la promotion Saphir de la Cameroun Institute of Specialization 6. Des jeunes diplômés prêts à affronter la vie professionnelle, surtout prêts à restituer fidèlement les enseignements reçus durant leur parcours à 6 formations. Pour cette 8e promotion, les apprenants sont issus de plusieurs filières. Nous célébrons la formation professionnelle à travers la remise de près de 300 parchemins aux jeunes Camerounaises qui ont été formés par la structure de formation 6 dans une pléiade de filières. Ces filières qui constituent un énorme gisement d'emploi au regard des dernières statistiques sur le nombre d'entreprises détenues au niveau de la délégation régionale. Dans les 93 000 entreprises enregistrées, environ 80 000 exercent dans cette filière. Des filières porteuses qui répondent aux exigences du marché de l'emploi. Les étudiants de la promotion Saphir de 6 formations sont des valeurs sûres, prêts à s'intégrer sans grande difficulté en entreprise. Donc qu'ils n'aillent pas dormir chez eux avec leur diplôme, qu'ils fassent le tour. Le gouvernement de la République a mis en place plusieurs projets étatiques. J'ai cité le PIAZI, j'ai cité le PIFMAS. À côté de ces projets-là, il y a le Fonds national de l'emploi et la création de près de 200-300 offices privés de placement qui sont agréés au niveau du ministère. Que ces structures enregistrent des offres d'emploi émanant des sociétés. Les défis sont grands et les lauréats comptent bien les relever. Confiants quant à la formation reçue, ils n'entendent pas dormir sur leur laurier. Nous sommes très heureux parce que nous sommes déjà le produit fini pour l'entreprise. Parce qu'après un an de formation, nous sommes complets. Car la formation que nous avons subie à 6 formations est une formation d'endurance qui a été faite avec perfection. Moi particulièrement, je suis un apprenant, je suis le major en chaudronnerie et major de Douala à l'examen national. Parce que la formation que nous avons reçue nous a permis de prouver notre aptitude sur le terrain, ce qui nous a valu beaucoup d'appréciation déjà en entreprise. Pour développer mon institution professionnelle, je m'y suis rendu à 6. J'ai réussi vraiment ma formation et je suis fier aujourd'hui de recevoir ce parchemin. 6 vraiment est vraiment ce sens-là qui apprend les jeunes parce qu'il les forme et en même temps il les emploie. Chercheurs d'emploi, diplômés ou pas, 6 formations vous accueillent en cours du jour et soir dans les filières telles que douane, transit, logistique et transport, secrétariat comptable, maintenance informatique, infographie, électricité industrielle, chaudronnerie ou encore soudure. Inscrivez-vous et obtenez votre diplôme national de qualification professionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur cette même antenne.